Ok, maintenant, on voulait parler d'un sujet qui fait un peu polémique, on va dire, dans le monde des étudiants en droit. Toi, comment tu faisais pour ne pas culpabiliser en travaillant que 2 heures? La vie sociale, c'est important. Et les projets aussi. La vie sociale, c'est important. Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donner nos meilleurs conseils pour les jeunes étudiants en droit avec Jurixio, que j'avais pas revu depuis 1 an et demi sur la chaîne. Comment ça va, Morgane ? Ça va super bien. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir de revenir sur la chaîne. 1 an après, tu as bien grandi depuis. Que ce soit musculairement, tu as bien grandi, et puis aussi surtout sur YouTube, et je suis vraiment fier déjà de l'évolution que tu as eue. J'avais 1500 abonnés, je crois, la dernière fois que je t'ai T'as vu. glow up, t'as glow up. Donc, merci déjà. Ça, c'est pour, c'est mon remerciement perso, mais du coup, pour les personnes qui vont arriver sur la chaîne, qui vont découvrir cette vidéo, aujourd'hui, on va partager nos conseils d'étudiants en droit, donc étudiants en droit en fin d'études et ex-étudiants en droit. Ouais. Et maintenant enseignant en droit. On s'est dit qu'on allait se retrouver pour parler de plusieurs sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, on va parler d'anxiété, on va parler de comparaison, on va parler de faire des fiches ou pas, et on va parler du nombre d'heures de révision qu'un étudiant en droit devrait faire, ou en tout cas les a priori qu'on peut avoir lorsqu'on rentre en études de droit et la réalité. Et puis enfin, on parlera un petit peu de sport et du lien entre le sport et le stress. Ça va, je suis chaud. C'est parti. Ok, alors pour le premier conseil, on s'est dit qu'on allait parler d'anxiété, et on a chacun notre définition de l'anxiété, mais pour moi l'anxiété, je pourrais définir ça comme le fait d'attendre une situation qui peut arriver ou qui ne peut pas arriver, et c'est le fait d'attendre cette situation qui nous rend anxieux. Et j'ai remarqué, et je pense que tu es peut-être quelqu'un... T'étais anxieux ou pas? Moi, je suis toujours quelqu'un d'anxieux, donc quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, même pour prendre l'avion, je suis quelqu'un de très anxieux. Donc l'anxiété et les études de droit, ça me connaisse, et je peux en dire quelques mots après. Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je suis étudiant en droit, j'ai remarqué que les étudiants étaient toujours en flux tendu et toujours en anxiété, parce qu'il y a toujours une situation qu'on peut attendre et qu'on peut craindre lorsqu'on est étudiant. On peut craindre la rentrée, c'est pour ça qu'il y a les étudiants qui ont peur dès le mois d'août. On peut craindre la sélection en master, on peut craindre les notes, on peut craindre les rattrapages. Et j'ai remarqué qu'il y a toujours une raison d'être anxieux lorsqu'on est étudiant. Et ce qui m'a aidé, moi, à diminuer mon anxiété, c'est de revenir dans le moment présent et d'arrêter d'être toujours dans l'attente d'une situation, parce que j'ai remarqué que même lorsqu'on arrive dans cette situation compliquée, comme je l'ai été lorsque j'étais par exemple en rattrapage en 2e année, je me suis rendu compte que quand on y est, c'est pas si pire que ça, c'est pas aussi horrible, ou en tout cas on est moins dans l'attente et on est obligé d'agir pour essayer de s'en sortir. Donc en gros, si je peux vous donner un conseil pour les étudiants, c'est d'arrêter d'être toujours dans l'attente de quelque chose, de toujours imaginer des mauvais scénarios. Et donc moi, ce qui m'a aidé pour l'anxiété, c'était d'arrêter d'imaginer des scénarios comme ça, parce qu'il y a toujours une autre raison d'être anxieux lorsqu'on est étudiant. Et donc si je devais vous donner un conseil, ça ressemblerait à ça pour l'anxiété. Ouais, c'est clair, t'as raison. Et alors, je sais pas ce que t'en penses aussi, t'as été étudiant en droit, bon, tu l'es toujours, t'es sur la fin de tes études. Ouais. Je trouve alors moi en tout cas je l'ai subi quand même de plein fouet. Je trouve que quand on est en études de droit particulièrement, et dans d'autres filières c'est un peu pareil, mais surtout en droit, il y a quand même une grosse pression qui est mise sur nos épaules par les profs à travers leurs attentes, et puis aussi il y a cette pression par rapport à la sélection, par rapport à tout ce que l'on peut subir, et ton conseil est très bien. Simplement, comment faire concrètement? Toi, comment tu ferais concrètement? Tu es étudiant en première année. Je te pose la question pour voir un petit peu comment tu ferais. Moi j'avoue, je ne saurais pas trop comment faire. Comment tu arrives tu es étudiant en première année, tu as cette histoire de sélection. Comment, concrètement, tu vas diminuer cette anxiété, sachant que c'est quand même un coup près qui arrive? Et on le voit, il y a énormément d'étudiants qui sont sur le carreau. Donc c'est assez problématique. Comment toi, tu le ferais? Moi, je dirais que la sélection, ça a été quelque chose qui m'a fait peur, parce que forcément quand on commence nos études, en tout cas moi quand j'ai commencé mes études, j'étais pas parti du principe que ça pouvait s'arrêter à cause d'une non-sélection, et ça peut être le cas désormais. Et moi, ce qui m'a aidé, c'était de simplement être au courant que qu'il allait avoir une étape sélection. Je dis pas d'ignorer ce qui peut se passer, mais juste d'en être conscient.
d'y réfléchir une fois, mais de revenir à ce qu'on fait aujourd'hui, de vivre un jour à la fois et d'être conscient qu'il y aura une étape qui sera peut-être compliquée dans quelques années, mais de se reconcentrer sur ce qu'on peut faire aujourd'hui et revenir dans ce principe de vivre une journée à la fois. Moi, à chaque fois que je vivais une journée à la fois, je me sentais moins anxieux dans mes journées, et à chaque fois que j'avais des pensées anxiogènes, c'était à chaque fois lorsque je me projetais dans le futur et que j'imaginais un scénario négatif. Bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'il faut quand même en être conscient. Ouais, c'est important que vous ayez conscience, vous étudiants en droit, alors quel que soit votre niveau, mais principalement de licence, que y a cette histoire de sélection et que vraiment il y a quelques étudiants qui restent sur le carreau. Et donc, il faut tout de suite anticiper, se renseigner, voir les choix de matière, tout ça, y réfléchir dès maintenant, ce qui permettra, selon moi en tout cas, de diminuer cette anxiété, pas de la faire disparaître totalement, parce que je pense pas qu'on puisse vraiment faire disparaître une anxiété. Mais je pense que c'est un bon conseil, ça, parce qu'on n'arrive jamais à l'éliminer à 100%, mais on apprend à vivre avec. Et par contre, il ne faut pas la tolérer à un point où elle nous empêche de vivre. Ça, c'est vraiment ma limite, et c'est pour ça que je parle de santé mentale, et parce que c'est le cap critique où lorsqu'on commence à avoir notre santé mentale qui se détériore à cause du stress, pour moi, c'est plus sain. Mais c'est d'accepter aussi de vivre avec une anxiété. Et je pense que même lorsqu'on n'est pas quelqu'un de forcément stressé, on a toujours une petite partie d'anxiété lorsqu'on s'approche d'un examen, lorsqu'on rentre dans la salle, lorsqu'on rédige, on approche de la sélection. Donc je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre un petit peu avec. Ouais, complètement. Le deuxième conseil que je donnerais aux étudiants, et c'est un grand classique, mais je le répéterai jamais assez, c'est de ne pas se comparer aux étudiants, et plutôt que de vous dire de pourquoi c'est important de ne pas se comparer, parce que je l'ai déjà fait beaucoup de fois, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé en quatrième année de droit, lorsque j'étais en Master 1, qui est un exemple avec une amie avec qui je discutais lorsque j'étais en droit. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant les examens de Noël, parce que moi j'avais des examens à Noël et c'était l'enfer à chaque fois pour réviser, enfin bref, je n'ai jamais aimé travailler à Noël, c'était toujours compliqué. Et pendant un examen de fiscalité, je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses et que je me suis mis à réviser vraiment quelques jours avant. Et je me souviens que la veille de l'examen, j'avais vraiment regretté de ne pas avoir commencé plus tôt. Et j'ai pensé à cette amie qui était très organisée et qui, dans ma tête, était forcément en train de réviser depuis quelques semaines cet examen, et qui, ce soir, était en train de se coucher tranquillement en ne préparant même pas l'examen parce qu'elle l'avait révisé depuis longtemps. Et je me suis rendu compte, après l'épreuve, en discutant avec cette fille, qu'elle avait pensé à moi la veille en se disant que j'étais sûrement aussi en train d'être pépère parce que j'avais révisé sûrement des semaines avant. Et donc, on s'est tous les deux pourri notre dernière journée de révision parce qu'on pensait à l'autre et on imaginait ce qu'était en train de faire l'autre de manière beaucoup plus positive que la réalité. Et on est parti du principe que les autres n'avaient pas de problème, pas les mêmes problèmes que nous. Et c'est ça le problème de la comparaison, c'est qu'on imagine toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et que ça se passe bien chez tous les étudiants, chez tous les autres étudiants. Et je te parlais justement du... moi, je l'avais pas vu venir. Et donc tout ça pour vous dire que la comparaison, c'est selon moi nocif lorsqu'on est étudiant, et la comparaison, elle est à tous les stades. Elle est au stade de la rentrée. Je me rappelle que je me comparais beaucoup aux autres étudiants quand j'arrivais à la rentrée. Je me demandais si j'avais les mêmes outils, que ce soit le matériel ou même les mêmes outils cognitifs, intellectuels. Donc une grosse comparaison dès la rentrée. Je me suis beaucoup comparé en TD aussi, parce qu'on entend les étudiants, on les voit participer, et même si ça se voit peut-être pas sur YouTube, j'avais un comportement plutôt timide lorsque j'étais étudiant en TD surtout. J'avais du mal à m'imposer, j'avais toujours l'impression que lorsque je levais la main, j'étais un faillot ou quelque chose qui, en gros, j'avais un peu d'anxiété lorsque j'arrivais en TD, et je me comparais aussi énormément pendant les examens. Et ça m'a coûté beaucoup de temps surtout, parce que tu peux vite perdre du temps à essayer de penser à ce que pensent les autres, surtout pendant les examens. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais. Et je pense que c'est un bon conseil de ne pas se comparer pendant les examens. C'est clair. Alors par rapport à la comparaison, il y a un point aussi qui est essentiel, c'est les réseaux sociaux. Ça, c'est une thématique que tu développes, à laquelle tu es attaché forcément en travaillant là-dedans. Sur les réseaux sociaux, la comparaison est très facile. Pour le lier aux études particulièrement de droit, mais parfois on peut avoir tendance à
à se culpabiliser de ne pas travailler quand on voit d'autres personnes mettre des stories, des snaps, enfin ce que vous voulez, mais en train de travailler. Alors qu'en réalité, cette photo qui est prise par la personne qui poste la photo, elle est prise à l'instant T. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne-là a travaillé de 8h à 18h, et de toute façon on reviendra sur le travail, tout ça plus tard, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a travaillé toute la journée de façon acharnée. Ça se trouve, elle a juste fait une photo, elle a travaillé pendant 10 minutes et c'est fini. Donc ça aussi, c'est important, je pense, de prendre du recul par rapport à ça. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est qu'une partie infime de la vie des gens, et tout le reste, on ne le voit pas. Et comme tu l'as dit, ça rejoint l'idée selon laquelle les réseaux sociaux, c'est vraiment une vitrine. On s'affiche, on met notre plus beau jour finalement. Et puis le reste, ça se trouve, on a passé notre journée devant Netflix, on n'a rien fait. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Déjà, premier point, prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, aux stories que vous allez voir. Et puis ensuite et surtout, je pense que aussi il faut déculpabiliser le fait de ne pas travailler pendant une journée. Il se peut qu'il y a des jours où on n'y arrive pas. Ça, clairement, il faut être OK avec ça. Il y a des jours où on ne sait pas pourquoi. Le matin, on se réveille, on a la patate, on a envie de tout défoncer, on veut bosser comme un acharné. Et d'autres, pour une raison qu'on ignore, on est beaucoup moins productif et on culpabilise. On voit les stories des autres qui, eux, travaillent. Donc ça nous met dans un engrenage, dans un cercle vicieux où on commence à encore plus stresser, on apprend moins de façon efficace. Bref, c'est le bordel. Et donc, faut être OK avec ça. S'il y a des jours où on n'est pas efficace, où on n'est pas productif, du moins on est moins efficace, on est moins productif, et je pense qu'il faut l'accepter. La troisième chose dont on voulait vous parler, c'était le fait de ficher ses cours, parce que j'ai eu beaucoup de professeurs au fur et à mesure des années qui nous conseillaient sans cesse de ficher nos cours dès qu'on sortait du cours ou les jours après le cours, mais qui répétaient sans cesse et mettaient en avant une seule technique de révision qui était le fait de ficher ses cours. Et j'ai eu évidemment des étudiants et des amis qui ont bien réussi en appliquant ces méthodes, parce que c'est évidemment pas idiot, mais pour les personnes qui sont comme moi et qui ont du mal juste après un cours à revenir sur le cours et juste après, je sais pas, être rentré chez soi dans son appartement tard le soir lorsqu'on rentre, recommencer à afficher ses cours, c'est pas forcément quelque chose d'agréable et c'est quelque chose qui peut même déprimer parce que c'est pas agréable de rentrer chez soi et de tout de suite repenser aux cours lorsqu'on n'est pas forcément passionné par ses études. Et en plus, d'un point de vue scientifique, je dirais, et de l'apprentissage, c'est pas forcément le fait de ficher ses cours qui va permettre d'apprendre ses cours le plus rapidement possible, c'est le fait de tester sa mémoire, c'est la fameuse mémorisation active. Et je pense que, d'après les ressources scientifiques que j'avais pu lire sur l'apprentissage, que c'est beaucoup plus efficace, par exemple, de laisser quelques jours après le cours pour réviser vraiment son cours, se tester sur le cours, se poser des questions, appliquer la mémorisation active et puis vraiment réviser son cours de manière intensive, quelques jours après par exemple, plutôt que de rentrer chez soi le soir, de ficher son cours, c'est-à-dire pour la plupart des personnes de remettre le cours au propre et de relire son cours et puis de le réécrire sur un format plus petit et peut-être plus esthétique. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment ça, de tester sa mémoire plutôt que de forcément ficher son cours dès qu'on rentre, surtout si ça nous fait déprimer lorsqu'on rentre chez soi. En tout cas, moi, ça n'a jamais été un plaisir et c'est pour ça que sur le long terme, j'ai jamais réussi à faire des fiches dès que je rentrais chez moi. C'est clair. Et puis, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait par rapport à la comparaison, c'est-à-dire que en réalité, il y a plein de méthodes d'apprentissage différentes. Au fur et à mesure, vous allez expérimenter différentes méthodes d'apprentissage. Ça peut être la relecture du cours, ça peut être le fichage, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, on va le dire. Ça peut être aussi des flashcards, ça peut être plein de méthodes d'apprentissage différentes. Et il n'y a pas qu'une seule méthode qui s'applique, il faut tester, il faut expérimenter en fonction de celle avec laquelle on se sent le mieux. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui les fiches, c'est une évidence et ça marche super bien. Et au contraire, pour d'autres, ça n'a pas forcément bien marché. Vraiment, si vous n'avez pas de super résultats, je ne sais pas si vous avez des 7-8 de moyenne, si vous avez peut-être redoublé, questionnez-vous. Questionnez-vous sur la méthode d'apprentissage que vous avez utilisée. Peut-être que ce n'est pas forcément celle qui vous convient le mieux. Et si elle convient à votre meilleur ami, qui fait également les mêmes études que vous, peut-être que vous, elles ne vous conviennent pas. Donc vraiment, je pense qu'il faut prendre du recul. Là encore, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut arrêter de se comparer, il faut focus sur ses études, la réussite de ses études, voir la méthode qui nous convient le mieux, et puis expérimenter, tester.
Bah, de toute façon, il y a différents profils d'apprentissage Hmm. et il y a différentes méthodes d'apprentissage. Donc, ça devrait pas être normal qu'il y ait sur 100 étudiants 100 qui révisent de la même façon. Moi, j'avais testé, j'ai un peu tout testé. J'ai testé les flashcards et Ouais. c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les recommander. Hmm. J'ai testé les mind maps. Ouais, bien sûr. J'ai testé, j'en ai fait des fiches. J'ai essayé de faire des fiches, mais vraiment, ça me plaisait pas. Et puis j'avais l'impression de seulement recopier mon cours en plus propre, et donc j'avais l'impression de perdre du temps parce que je testais pas vraiment mes connaissances lorsque je faisais des fiches. J'ai testé de réviser le matin très tôt, Ouais. très tard le soir. J'ai testé de réviser une fois en gros bloc de 4 heures dans la journée et plusieurs fois en bloc de 30 minutes. Le Pomodoro, les 25 minutes x 4 sessions de 25 minutes. J'ai testé de réviser avec des Study With Me, ça Bien j'ai sûr. bien aimé. J'ai testé 100 et j'aimais moins, donc j'ai recommencé à réviser avec des Study With Me. Enfin bref, il y a vraiment énormément de méthodes d'apprentissage et tous les profils sont différents. Donc je vous conseillerais de personnaliser votre façon d'apprendre et ouais, juste de tester de nouvelles choses pour rendre l'apprentissage plus excitant, parce que la productivité, c'est quelque chose qui est lié aussi à l'humeur et quelque chose qui est lié aussi au plaisir que l'on prend dans les révisions. Et donc si on ne prend pas de plaisir dans les cours qu'on apprend en eux-mêmes, autant prendre du plaisir avec la méthode de travail, ou en tout cas juste de rendre le processus plus agréable. Ok, maintenant on voulait parler d'un sujet qui fait un peu polémique, on va dire, dans le monde des étudiants en droit, c'est le nombre d'heures de révision par jour. Moi j'ai entendu absolument tout en 5 ans. Ouais. J'ai entendu des personnes dire qu'elles révisaient 10, 12 heures par jour, surtout les premières années. Ça revenait souvent, ces horaires de 10 heures, 12 heures par jour. Des personnes qui disaient ne pas aller en cours magistraux pour aller à la BU et donc atteindre ce quota de 10 heures, 12 heures. J'ai entendu des étudiants beaucoup plus sereins me dire qu'ils révisaient quelques heures par jour, voire pas tous les jours, et qui avaient réussi leurs études. Donc je dirais qu'il y a l'école du volume et il y a l'école on va dire, du travail de qualité, focus, le deep work un petit peu. Et moi je serais plutôt de la catégorie des personnes du deep work, donc un travail... on va dire le volume ne fait pas effrayant, c'est quelques heures de révision par jour, voire pas forcément de révision tous les jours, mais on va essayer de faire un travail vraiment concentré, intensif et appliquer des méthodes de productivité pour faire le plus de choses en un minimum de temps. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que toi, tu étais quelqu'un qui était beaucoup à la BU, qui révisait beaucoup et qui avait un gros volume d'heures de travail. Ouais. Donc tu es plutôt la team des personnes qui conseillent de réviser plusieurs Beaucoup, heures de ouais. travail par jour. Surtout au début. Et tu révisais même en vacances. Ouais, en vacances, oui. Pour ma part, en tout cas, je travaillais le plus que je pouvais. Je me levais tôt. Je me couchais pas forcément tard, c'est-à-dire que je faisais du 7h à 18h, 19h, je révisais à fond, et puis le soir, je me reposais, je faisais autre chose. Mais c'était important pour moi de travailler le plus possible parce que j'avais l'impression d'avancer quand même. Et si je travaillais pas beaucoup, j'avais l'impression surtout de culpabiliser. Donc, vu que je suis quelqu'un qui est qui a un acharné de travail et qui m'y met à fond, je travaillais tout le temps. Et puis même, comme tu l'as dit, il y avait la stratégie, quand j'ai le cours ou quand le cours du prof ne me plaît pas forcément, j'essaie de travailler avec d'autres supports, mais je vais plutôt les travailler soit chez moi, soit à la BU. Sachant que personnellement, j'ai pas été un grand adepte de la BU, parce qu'il y a un côté cool, il y a un côté on se motive pour y aller, on travaille là-bas. Mais d'un autre côté, il y a un côté on voit un peu tout le monde travailler, donc c'est un peu angoissant aussi, ça m'angoissait un peu. Donc moi, je bossais chez moi, je réussissais à travailler chez moi, je réussissais à éliminer les distractions pour me focus sur la réussite de mes études, la réussite de mes années. Donc là encore, c'est propre à chacun. La BU, chez soi, aller en cours, ça va dépendre du type de mémoire notamment, ça va dépendre du type de travail, du type d'étudiant aussi. Mais c'est bien aussi d'échanger les points de vue, parce que toi, comment tu faisais pour ne pas culpabiliser en travaillant que 2 heures ? C'est pour ça que je parle de ça, parce que je suis plutôt minoritaire, on va dire, ma façon de penser est plutôt minoritaire à la fac de droit, et même moi j'ai menti. Tu as ta propre doctrine. Ouais, on va dire que moi-même j'ai menti sur mes horaires de révision, sur mon nombre d'heures totales de révision, parce que j'avais pas envie que ça fasse trop peu par rapport aux autres
étudiants qui disaient réviser 6-8 heures par jour. Et j'ai toujours, je sais toujours pas, même aujourd'hui, si les gens qui révisent moins de temps sont vraiment des gens qui ont des facilités, et dans ce cas qui font en 1 heure ce que d'autres personnes font en 2 heures, juste avec des facilités intellectuelles. Ouais. Je pense pas arriver avec le temps que ce soit seulement ça. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui arrivent mieux à réviser 2 heures ou 3 heures plutôt que 6-8 heures. Si on leur donne 3 heures pour faire quelque chose, elles vont faire plus de choses que si elles en ont 6 ou 8. Et moi, je suis plutôt comme ça, parce que moi, ça me déprime de me dire que je vais passer 8 heures ou 10 heures sur quelque chose qui me passionne pas. Et donc, si je pars du principe que je vais y rester que 3 heures ou 4 heures, je préfère. Mais surtout, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui mentaient sur les chiffres, parce que c'est un peu une compétition lorsqu'on est à la fac. Et parfois, je me suis surpris moi-même à faire des sessions de BU de 14h à 20h, ou même j'ai fait la fameuse session de 8h à 20h pour montrer que j'étais en train de réviser et que je méritais d'avoir mes études, d'avoir mon diplôme. Et au final, c'était pas du travail productif, c'était seulement du show-off, de se montrer, de montrer qu'on est là, de montrer qu'on révise et de se faire déculpabiliser. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de parler du nombre d'heures. C'est parce qu'il y a une vraie relation entre le nombre d'heures de travail et la culpabilité. Bien sûr. Et avec le temps, j'ai appris à ne pas culpabiliser plus lorsque je travaille moins, mais simplement de seulement voir mes résultats. Ouais, bien sûr. La seule chose qui compte, c'est mes résultats, comment je me sens quand je révise, parce que les deux sont liés. Et j'ai arrêté de faire varier mes niveaux de culpabilité en fonction du nombre d'heures de travail, parce que j'ai remarqué à la fin qu'il y avait des examens où j'ai eu des mauvais résultats en ayant travaillé beaucoup, des examens où j'ai eu des plutôt bons résultats ou des résultats moyens en ayant travaillé moins de temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que les résultats n'étaient pas seulement dus au travail et au nombre d'heures, et qu'il n'y a pas de point bonus pour le nombre d'heures qu'on passe à la BU. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai commencé à me concentrer sur la méthode de travail, sur la méthodologie qui m'a fait perdre beaucoup de points. C'est pour ça que j'insiste souvent dessus. Et donc j'ai complètement changé mon rapport au volume d'heures de travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à déculpabiliser. C'est lorsque j'ai compris que la plupart des personnes qui étaient à la BU de 8h à 20h n'étaient pas productives 12 heures, et voire beaucoup moins d'heures en fait. Et qu'il y avait sûrement un juste milieu à trouver en fonction, encore une fois, du profil de l'individu, de l'étudiant, des méthodes de travail, etc., de la période aussi dans laquelle il est. Mais que moi, mon point, le juste milieu ne se situait sûrement pas à 8 heures par jour. Bien sûr. Alors maintenant, on va parler du sport et des projets et de la relation entre le sport et l'anxiété. Donc moi, j'ai commencé le sport lorsque j'étais en milieu de licence première année, donc, ou peut-être au début, mais j'étais vraiment au début de mon projet de me mettre au sport. Et moi, j'ai tout de suite compris que ça allait être un allié pendant mes études et que j'avais vraiment pas envie d'arrêter ça. Et je voyais les personnes autour de moi arrêter tout leur sport d'enfance parce qu'elles rentraient en droit, justement. Donc soit elles l'avaient déjà arrêté l'année d'avant en prévision des études de droit, soit je voyais les personnes autour de moi arrêter leur sport d'enfance, arrêter de s'inscrire en club, etc. Parce qu'elles rentraient en droit et parce qu'elles considéraient qu'elles n'avaient plus le temps de faire ça et que maintenant elles allaient penser que au sport. Et donc j'ai un exemple là-dessus dont je vais vous parler après, mais juste avant, c'était quoi ton rapport au sport, toi, lorsque tu as commencé le droit ? Alors j'ai eu les deux phases. La première phase, c'était la phase des premières années. Donc, lors des premières années, je continuais à faire du sport. Donc, qu'est-ce que je faisais à l'époque ? Du foot, je crois principalement. Je faisais du foot. Et donc, je continuais ma activité sportive. J'étais toujours inscrit dans un club. Et puis ensuite, arrive le Master 1. Je crois que c'est en Master 1. Où je sais pas pourquoi, mais je me suis mis un coup de pression qui a conduit à ce que j'arrête tout sport. Et a posteriori, je vois la différence, parce que c'est vrai que je trouvais qu'en Master 1, Master 2, j'étais plus fatigué, plus stressé, alors que bon, avec les années, normalement, c'est plutôt l'inverse. Alors qu'en réalité, l'inverse, lorsque j'étais dans les premières années, j'étais beaucoup moins stressé, beaucoup plus dynamique, et voilà, donc je le regrette un petit peu d'avoir arrêté le sport, surtout que c'était avec des potes, et ça se passait super bien. Après, c'était aussi ce qui a permis que je réussisse, je sais pas. Le sport, je pense que le sport, c'est quand même important.
il faut essayer de trouver, pour moi en tout cas maintenant après coup, je pense qu'il faut essayer de trouver une petite place pour le sport, pas beaucoup, mais essayer d'en trouver une parce que ça nous permet de voir autre chose, de peut-être voir ses amis, de penser à autre chose que ses études parce que, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est important de ne pas avoir que ses études en tête lorsqu'on fait les études et notamment le sport et surtout les projets peuvent permettre de s'épanouir davantage. On dirait que c'est un passage sponsorisé par moi, là, ce que tu viens de dire, parce que je parle tout le temps de ça. Je suis content que tu rejoignes ma vision du sport et des projets. Mais en fait, ce que j'essaie de faire comprendre aux personnes autour de moi ou qui arrêtent le sport, par exemple, c'est que le sport, c'est pas quelque chose que l'on fait juste pour nous. C'est un élément de notre réussite lorsqu'on est étudiant. Et je pense que pour réviser, et c'est ce que met en avant Cal Newport dans son livre Deep Work, c'est que l'apprentissage, c'est une phase d'action et une phase de repos, une phase d'action, une phase de repos, et que les grands sportifs et les athlètes et les artistes passent toujours par ces phases-là, où on passe par une phase d'action, puis de repos, de réflexion, puis on repasse à l'action. Et je pense que quand on est étudiant, on n'échappe pas à la règle, et que pour optimiser ses révisions, il faut réviser, se reposer. Donc ça passe par le sommeil, ça passe par le repos, ça passe par faire des activités justement sportives, et puis ensuite recommencer à travailler. Et comme encore une fois, quand on est étudiant, on est dans cette dynamique de faire beaucoup d'heures de travail, ne pas se reposer, commencer à abandonner toutes nos ambitions parce qu'on fait partie d'une catégorie d'étudiants qui n'ont plus le droit de faire certaines choses. Lorsqu'on est étudiant en droit, en médecine, etc., c'est souvent comme ça qu'on se sent. Et le sport, pour moi, fait vraiment partie de l'apprentissage. Et c'est pas quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir seulement, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à mieux apprendre. Et je l'ai ressenti, moi, lorsque j'allais faire du sport entre 2 sessions de révision. J'avais les idées plus claires, je me sentais mieux, j'avais pas l'impression de sacrifier ma santé physique et mentale pour un diplôme, ce qui est important selon moi. J'avais l'impression de réussir mes études et en même temps de maintenir quelque chose d'important. Et l'exemple que je cite souvent, c'est l'exemple d'une amie qui représentait selon moi l'amie la plus stressée. Je pense qu'on a tous une amie comme ça qui vraiment la plus stressée possible. Vous imaginez une amie tout le temps stressée, qui sort très peu de chez elle parce qu'elle se sent mal lorsqu'elle sort de son studio et qu'elle sort du cadre étudiant et qu'elle n'a pas ses cours avec elle. En gros, vraiment la personne la plus stressée possible. Elle s'est mise au sport à partir du Master 2 et je l'ai redécouverte. J'ai vu qu'elle était beaucoup moins stressée, elle a perdu aussi du poids, ce qui était son objectif, elle se sent beaucoup mieux dans sa peau, dans son corps, et le sport va l'accompagner dans son futur métier et dans sa vie sûrement. Donc elle a réussi à créer une habitude qui lui a permis de mieux réussir, de maintenir sa santé mentale et physique, et puis maintenant elle n'arrêterait plus jamais, quoi. Donc comme c'était la fille la plus stressée et que maintenant je vois qu'elle est beaucoup mieux dans sa vie et qu'elle a même mieux réussi ses études depuis qu'elle est au sport, je dirais que ça montre l'intérêt du sport lorsqu'on est étudiant, et ce serait bien que ce soit peut-être plus mis en avant, bien sûr, parce que ça l'est assez peu. Bien sûr. Et lié au sport, il y a un autre point important par rapport aux études, et je pense que ça rejoint un peu l'exemple que tu donnais, et il est essentiel, en tout cas pour moi, je pense vraiment sincèrement, c'est l'importance de conserver de la vie sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire continuer d'avoir une vie en dehors de ses études. Parce qu'il n'y a pas que les études. Tu as cité l'exemple d'une personne qui était, qui restait chez elle toute la journée, qui ne voyait que ses études. Et je pense que c'est important pour l'épanouissement, pour son réseau aussi, ça peut être un autre point, mais pour son épanouissement de façon générale, d'avoir une vie sociale, d'aller voir ses amis, d'aller boire des coups avec ses amis, d'aller au resto, au McDo, bref, peu importe, d'aller au cinéma. McDo, bon, je sais, excuse-moi, mais voilà, Uber Eats, vous connaissez. Et il y a ça, et puis surtout, aller boire des coups, quoi. Vraiment, voir autre chose que ses études, parce que c'est dur quand on fait que ça, qu'on voit personne d'autre, qu'on se prive de toute vie sociale. C'est dur, je trouve. Je dirais que si ça vous coûte votre vie sociale, c'est que ça coûte trop cher. Donc ouais, la vie sociale, c'est important. Et les projets aussi. La vie sociale, c'est important. Le foot, c'est important. Et voilà, je pense que... Acteur studio. C'était la pire idée. Et puis voilà, je pense qu'on a fini sur la vie sociale, mais il y avait... Ça, c'est la fin, en plus, c'est terrible, parce que c'est la fin. Il y a 30 secondes de vie, là. C'est la résistance.
C'est bon. Après chez moi, ça sera mieux.